2C1 pour les papas sauvages. Août au jardin du 19e siècle. L'été se termine. Bien sûr, il nous reste encore un peu de temps, mais en tout cas au jardin, l'été se termine. Là, on est à fond dans les récoltes. Mais c'est le temps et c'est un peu le dernier moment pour faire ses semis pour préparer l'hiver. Donc, vercher, culture potagère. Superbe photo pour le mois d'août. C'est la récolte des oignons et des choux-fleurs. Voilà, j'espère que vous allez la voir à peu près correctement. Je vous fais la liste de tout ce que vous êtes censé récolter dans votre jardin si vous avez suivi la série de vidéos et appliqué l'ensemble des conseils, ce qui est à mon avis quasiment impossible, mais on sait jamais. Donc les artichauts verts de Léon, les aubergines, les carottes demi-longues nantaises, les céleris à côte, les cerfeuilles ordinaires, la ciboulette, donc les champignons de couche, on en avait parlé pendant un des points techniques des vidéos. Donc c'est une couche qui a été montée le 10 juin, donc c'est quand même assez rapide en production. Les cornichons améliorés, les chicorées frisées de Rouen, le chou Milan hâtif d'Aubervilliers. C'est marrant. Les noms des variétés m'amusent toujours. Les choux-fleurs géants d'automne, chou-fleur le normand, les épinards lents à monter, donc c'est des épinards spéciaux pour l'été qui évitent de grainer trop rapidement. Les fèves qui ont été semées du 15 mars au 10 avril, les fraises des 4 saisons, des haricots verts. Alors les haricots verts, je sais pas comment c'est chez vous, mais ici c'est un peu presque l'overdose. Les haricots soissons nains, les laitues paumées, les melons de Dijon, les melons sucrins de Tours. Donc on voyait quand même les variétés. Hein. Par exemple pour les melons, il y a vraiment presque une variété de melons par ville à l'époque, quoi. Les navets de Milan rouge, les oignons de couleur, l'oseille de Belleville, le persil frisé, les poireaux très gros de Rouen, les poirées blondes, les pois demi-nains plein le panier, les pommes de terre early plantées le 20 avril, les radis blancs ronds, la tétragone, les tomates rouges naine hâtive, les tomates Mikado. Alors par contre, pour les tomates, là faut avouer que niveau variété, c'était pas la folie. Il y avait quand même pas grand chose. Alors je sais pas si c'est dû à l'époque ou si c'est dû aux gens qui ont écrit ce livre, mais on revient toujours sur la naine native ou la Mikado. Ils parlent peu des autres. Donc pour les travaux du mois, j'ai essayé de résumer ça. Vous savez toujours pour ceux qui arriveraient, mais donc il y a la date sur ce tableau, il y a la nature des travaux, est-ce que c'est semé, planté, repiqué, il y a la variété, la plante dont on parle, et ce que je trouve vraiment génial, c'est l'époque de récolte. Donc là on sait que si on sème le 1er août des pois du Prince Albert, on va les récolter en octobre. Et ça je trouve que c'est hyper important pour l'organisation du jardin, de savoir, c'est très bien de savoir quand on va planter, mais je trouve ça important de savoir quand on va récolter, parce que par rapport au plan, pour savoir où est-ce qu'on va mettre cette plante et qu'est-ce qui va pouvoir passer derrière, cette case est hyper importante. Donc pour les semis, il y en a encore beaucoup à faire à ce mois-ci. Donc les pois, donc ce qu'on a vu pour la récolte en octobre, les fraises pour ceux qui veulent faire leurs fraises par semis, ce que je conseille pas forcément, mais pourquoi pas. Les radis, donc radis noirs, ça va être les radis noirs, ça va être les radis qu'on va voir cet hiver. Des navets pour pareil l'automne, l'hiver. C'est encore le moment de faire des haricots. Alors là, ils conseillent deux variétés qui sont le haricot inépuisable et le haricot incomparable. Je ne semble pas avoir vu ça chez les grainetiers, mais si vous trouvez, vous me dites. Pareil pour une récolte septembre-octobre, donc ça va être des haricots un peu tardifs. Les laitues, l'oseille, le persil. On fait aussi les semis d'oignons blancs. Ça sera des oignons qu'on pourra planter au printemps prochain. Les épinards, pareil pour une récolte de novembre à avril. La mâche que vous allez profiter de manger cet hiver. Les carottes, encore temps, un peu tard mais encore temps, et les poireaux, pareil, c'est les poireaux, on parle de poireaux en semis, donc c'est des poireaux que vous récolterez en mai. Concernant les plantations, les choux, choux paumés, choux brocolis,
de la salade, donc scaroles, chicorée, etc., comme d'habitude. Les poireaux, donc là c'est des plants de poireaux que vous achetez en pépinière, qui sont souvent déjà, qui font une quinzaine de centimètres, comme un crayon souvent on dit. Donc ça c'est des poireaux que vous allez récolter pendant l'hiver. Et les plants de fraises. Donc pour les fraises, c'est le moment là où les plants font les coulants. Donc vous savez, part du plant de fraisier une longue tige avec au bout un rejet. Donc c'est le moment de les prendre, de les planter. Et en plus, c'est dans Maison rustique du 19e, ils conseillent justement de couper ces coulants parce que ça épuise le sol et ça épuise aussi la plante et ça lui permet de se concentrer sur les fruits. Donc voilà pour les plantations, les semis. Sinon, il y a d'autres travaux à faire. Donc ça, c'est les travaux à faire, je vous le dis à chaque fois, mais c'est plutôt dans ce livre Maison rustique des dames que j'adore, qui est génial. Il y avait donc la récolte des cornichons. La récolte des cornichons, on en reparlera dans une vidéo dédiée, mais c'est tous les jours. C'est ce qui fait que c'est très pénible, je trouve. Les récoltes des graines, donc sur tous vos porte-graines, c'est surtout les carottes, les oignons, les poireaux. C'est le moment aussi de monter une couche pour les champignons, donc on en avait parlé dans une vidéo dédiée, je vous l'ai dit tout à l'heure. Couper les coulants des fraises, on l'a dit aussi. Ça, quelque chose que je connaissais pas, qui est conseillé dans Maison rustique du 19e, c'est de recouvrir de terre les tiges des potirons. Le recouvrir le nœud juste avant le fruit pour qu'il fasse de la racine. Et aussi tailler la tige au-dessus du fruit pour vraiment envoyer toute l'énergie dans le fruit. Pourquoi pas, je vais peut-être essayer. C'est aussi le moment de faire sur les fruitiers les greffes à œil dormant. Dans Maison rustique, il y a 2 pages qui parlent que de la greffe à œil dormant, donc je vais pas développer ici, ça serait un peu long et très chiant pour les gens que ça intéresse pas. Le point technique sur lequel je voulais parler ce mois-ci, parce que ça me semble être carrément de saison, c'est la conservation. Dans nos milieux, on parle beaucoup de conservation, mais on parle, je trouve, un peu toujours des mêmes, c'est-à-dire la stérilisation en bocaux et la dissécation, donc le fait de déshydrater, de sécher les légumes. Il y en a plein d'autres. Il y a aussi la fermentation dont on entend quand même parler de plus en plus. Et voilà, Vercher, pourquoi je dis Vercher, c'est Versier, pardon. Versier a fait un chapitre spécial dans ce livre-là sur la conservation. Donc il a listé très simplement toutes les méthodes de conservation. Je vais vous les lister en essayant de résumer un peu pour chaque. Donc voilà, la conservation des légumes pour Versier. Les froids, la grande humidité et les animaux rongeurs sont les principales causes d'altération des légumes en hiver. Vous devrez donc les y soustraire à tout prix si vous tenez à disposer pendant toute la mauvaise saison des provisions accumulées au jardin au cours de l'été et de l'automne. Il n'est pas inutile d'ajouter que vos produits se conserveront d'autant plus aisément qu'ils auront été récoltés par un temps sec et qu'ils auront atteint leur complet développement. Donc déjà, c'est les 2 conseils d'introduction qui me semblent hyper importants. Récolter un produit mûr et par un temps sec et bien le laisser sécher après. Ensuite, pour les méthodes de conservation à proprement parler, en place. Donc, quelques rares légumes, les plus rustiques, s'accommodent à la rigueur d'un séjour prolongé en pleine terre. Tel est le cas des crônes, des pissenlits, des salsifis. Autant dire que c'est des légumes que vous mangez pas, hein. Que vous pouvez laisser en place et protéger pour l'hiver par des feuilles sèches ou une couche de balles de blé, donc ça c'est de la paille, après que vous aurez coupé les feuilles des 10 légumes au droit du collet. Vous découvrez les planches lorsqu'il fait doux et sec pour les recouvrir à l'approche d'une nouvelle gelée. Vous éviterez la pourriture. Donc c'est quand même un gros boulot, ça veut dire que même quand on n'a plus rien au jardin, on continue à y aller pour découvrir les récoltes qu'on a protégées. Sous châssis, pareil, le châssis c'est un outil génial dont on avait parlé dans un des points techniques. Dans un coffre ordinaire, vous enfoncez les planches à demi dans le sol. Vous pourrez rassembler en jauge des salades que
que vous serrez les unes contre les autres en redressant les feuilles et en rabattant légèrement la terre sur les racines sans y mettre d'eau. Quand les temps se mettent au froid, recouvrez les coffres de ces châssis, donc les plaques de verre. S'ils gèlent, ajoutez les paillassons. Donc les paillassons, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est des branches qui sont tressées les unes avec les autres pour faire une couverture. Et entourez extérieurement les cloches du coffre de fumier pailleux, donc ça c'est pour ramener de la chaleur. Tac, donc ça c'est la conservation sous châssis, donc en fait c'est une petite serre pour éviter que les légumes ne gèlent et puissent continuer un peu à pousser. En silo, ça c'est sûrement ce qui me semble le plus intéressant, notamment pour les gens qui n'ont pas de cave. C'est parti. Donc il y a deux types de silos. Un silo, on appelle silo une cavité creusée dans le sol et destinée à recevoir différents produits et notamment des légumes racines. Par extension, on appelle également silo un tas de ces légumes disposés sur le sol et recouverts d'une matière isolante. Donc vous avez deux types de silos. C'est celui qu'on appelle l'ensilage à fleur de sol. Donc en fait c'est un ensilage qu'on fait au-dessus du sol. Et le deuxième c'est le silo en tranchée. Donc l'ensilage à fleur de sol c'est plutôt pour les terrains humides, vous imaginez bien, et celui-là c'est pour les terrains on va dire normal. Donc sur le silo à fleur de sol c'est assez simple, il y a le tas de légumes, de la paille, de la terre, à nouveau de la paille. Dans le centre ils mettent une poignée de paille de blé pour faire une ventilation. Chaque côté une tranchée pour évacuer l'eau. Et voilà. Et l'autre, donc là c'est un trou dans la terre qui fait 60 cm de profondeur par 1 mètre de largeur. Et ici c'est des planches dans le fond, de la paille de seigle sur le dessus, à nouveau des planches, et à nouveau de la paille. Si vous possédez des racines variées sans avoir de quoi faire un silo de carottes, un silo de navets, un silo de pommes de terre, donc ce qui est sûrement notre cas à nous, c'est-à-dire qu'on a produit des légumes mais pas 200 kg de pommes de terre, 200 kg de carottes et 200 kg de navets, vous pouvez tout réunir dans une tranchée commune. Dans ce cas, vous gagnerez à mélanger les légumes et non à les classer par séries distinctes. Ça, c'est une petite info qui me semble hyper intéressante parce que nous, en tant que novices et n'ayant pas reçu les conseils de nos grands-parents, eh ben, on aurait eu peut-être tendance à les séparer. En fait, ils expliquent pourquoi. Quand la ménagère viendra découvrir un coin du silo à un moment de la journée où il ne gèle pas, elle trouvera ainsi à la fois tous les légumes dont elle aura besoin, si les quantités de chaque sorte ont été proportionnées aux besoins journaliers. Vous pouvez réunir de la sorte carottes, choux raves, choux navets, betteraves, navets, radis noirs, céleri rave et pommes de terre. Donc en effet, ça permet de ne pas être obligé de découvrir tout le silo et juste d'avoir un mélange partout pour pouvoir juste ouvrir un tout petit coin et prendre ce dont on a besoin. Les légumes ensilés peuvent rester sains et frais une bonne partie de l'hiver ou même jusqu'au moment où apparaissent les premiers légumes frais du printemps. Donc dans tout le détail, note juste que avant d'ensiler les légumes, il faut qu'ils soient une fois de plus bien secs. Quatrième façon de stocker, c'est en cave ou en cellier. Alors là, j'ai été assez étonné parce que je m'attendais moi que dans le stockage en cave, ils nous disent qu'on met dans des caisses et qu'on met en cave. Et en fait, pas du tout. Ils aménagent dans leur cave. Alors, je vais vous lire, ça va être encore plus simple. Avec un local sain et garanti de la gelée, notamment une bonne cave, un sous-sol ou un cellier aéré, vous pouvez constituer un excellent magasin ou une serre à légumes que vous aménagez de la façon d'un fruitier, dont les côtés et le centre seront transformés en plate-bande de sable ou de terre légère que maintiendront les planches. Dans ce sable, mettez en jauge les légumes pourvus de leurs racines ou de grosses racines telles que choux, navets, carottes, toujours les mêmes. Donc en fait, ils cultivent dans leur cave, ils refont des bacs de sable et de terre dans lesquels ils mettent les légumes. Alors j'ai du mal à croire qu'ils continuent leur croissance, mais en tout cas ça doit leur permettre de rester bien, de pas sécher, de se tenir. Tac. Alors
c'est là aussi qu'on voit, qu'on retrouve peut-être la construction des maisons de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. C'est le potager, la cave et le grenier. Et pourquoi il y a un grenier, alors que nous on aménage tous nos greniers pour y faire des salles d'ordinateur? Eh ben c'est parce que c'était un endroit aussi de conservation. Le grenier, rangez-y également les ails, échalotes, oignons, si toutefois la température ne risque pas de descendre au-dessus de 0 degré. En effet, la cave et le grenier ont des températures et surtout des taux d'humidité qui sont complètement différents. Donc à la cave, les légumes racines, au grenier, c'est aussi des légumes racines, mais en tout cas tout ce qui est ail, échalote, oignon qui ont besoin eux de rester bien secs. La conservation par dissécation, donc ça vous connaissez. Les ménagères pourront en automne faire sécher dans l'étuve d'un poêle des gousses de pois, de carottes, de navets, de panais et du céleri rave soupe en rondelles de 10 à 15 mm d'épaisseur. Ces produits desséchés et quelque peu brunis leur serviront en hiver à parfumer et à colorer le bouillon du pot-au-feu. Vos haricots verts, blanchis 15 minutes puis séchés à l'ombre, pourront aussi être conservés en cet état pendant plusieurs mois. Donc ça je connaissais pas, par contre c'est le fait de sécher des haricots verts qui ont été cuits. Donc voilà la dissection, sauf que nous on l'a fait plus au poêle, on l'a fait avec des assécheurs classiques, électriques ou solaires. La conservation par fermentation, celle-ci aussi on entend de plus en plus parler. Après avoir coupé les choux en lanières puis soumis à une fermentation, et ils seront à même de se conserver de longs mois. Vous les aurez alors transformés en choucroute. Vous pouvez aussi conserver les choux navets. Alors on sait aujourd'hui qu'en fait cette conservation par fermentation, elle peut se faire sur quasiment tous les légumes. Les conserves au vinaigre. De même que vous avez coutume de conserver chaque année les cornichons dans du vinaigre, vous pouvez également mettre en bocaux dans ce vinaigre des petits melons, des menus oignons, des tomates vertes ou des piments. La conservation par cuisson, vous avez la facilité de préparer les confitures avec les fraises. Vous l'ignorez sans doute, pas non plus que l'oseille cuite se conserve bien en flacon, comme d'ailleurs les tomates. Vous trouverez avec ces 3 légumes de quoi faire des réserves pour l'hiver. Et enfin, la stérilisation, en fait qui n'est pas tout à fait la stérilisation qu'on connaît nous, qui est le procédé à paire, on va en parler un tout petit peu juste après. Faites aussi des conserves d'asperges, de pois, de haricots verts, de tomates par le procédé à paire, c'est-à-dire en stérilisant ces légumes au bain-marie à 100 degrés, après les avoir hermétiquement fermés dans des bocaux, des bouteilles et des boîtes en fer blanc soudées. Le fer blanc, c'est l'aluminium. Vous pouvez même cultiver en grand ces divers produits pour alimenter une industrie voisine ou votre propre usine. Les petits pois et les haricots verts en boîte sont très demandés. Donc en fait, Appert, c'est un monsieur qui a inventé cette méthode, qui s'est rendu compte que fonctionnait cette méthode de conservation. C'est aussi lui qui a inventé la pasteurisation, donc qui est le fait de chauffer à 70 degrés un produit. En fait, on l'a appelé pasteurisation parce que c'est Pasteur qui a expliqué le procédé, mais c'est bien Appert qui l'a inventé. C'est aussi lui qui a inventé le lait concentré. C'est lui qui a inventé la méthode pour créer de la gélatine à partir des os. Donc ça, c'était autour de 1827. Et en fait, ce monsieur, il est mort dans le plus grand dénuement. Il n'a jamais été vraiment reconnu, à part certains capitaines de vaisseaux, etc., qui avaient dit que leur survie tenait grâce aux inventions des conserves par le procédé Appert. Donc apparemment, c'est juste de mettre ces produits dans des bocaux. Et en fait, c'est ce qu'on fait avec j'ai du mal aujourd'hui avec les bocaux le parfait, donc bain-marie à 100 degrés et la durée de stérilisation est modifiée, est en fonction en tout cas du produit qu'on veut stériliser. Voilà. Désolé, j'ai eu un peu de mal à parler. J'espère que c'est resté clair. Continuez à semer, préparez l'hiver dans votre jardin et préparez l'hiver dans votre garde-manger par toutes ces méthodes de conservation. À bientôt.